universitaire de Cheikh Anta Diop de Dakar ne déroge pas donc à cette règle. En effet, l'apparition d'une gestion intégrée de l'information ouvre donc la porte à de nouvelles spécialités des professionnels de l'information documentaire, si je peux l'appeler ainsi, qui reprennent les savoir-faire traditionnels en les adaptant aux situations nouvelles. Maintenant, c'est dans ce sillage que nous accueillons Madame Berthe Cissé. Madame Yvonne Berthe Cissé. Rassure-moi. Madame Nudo Finet. Merci de me rassurer que j'ai bien prononcé le nom de Nudo Finet. Madame Nudo Finet. Bonjour Madame Nudo. Merci Yvonne. Une expertise de même. Un prétexte aussi pour découvrir les avancées de la numérisation et les opportunités de valorisation des travaux académiques à UCAD. Alors, il convient de rappeler que la numérisation a des objectifs. Yvonne est beaucoup plus une voix autorisée pour en parler, mais il convient de rappeler que la numérisation ne consiste pas seulement à créer une copie numérique d'un document, mais aussi à en extraire les documents, les métadonnées qui sont utilisées plus tard pour sa recherche. Quand on sait qu'il y a des documents qui sont nés numériques. Et je parle sous le contrôle de Madame Noudon-Finet. Naturellement, on se demande pourquoi numériser. Un autre objectif, on peut parler de cette facilité d'exploitation des documents. Ces métadonnées descriptives, quand elles sont extraites, facilitent l'identification d'un document ou d'un groupe de documents. Ayant fait une immersion dans ce vivier intellectuel qui est la bibliothèque de l'Université Cheikh Anta Diop, je pense avoir eu quelques notions de comment se passe ce travail intellectuel et à la fois matériel. Ça favorise bien évidemment la mobilité, donc un accès à l'information beaucoup plus aisé et naturellement un gain de temps. Juste préciser aussi que Madame Noudon-Finet, non? J'ai du mal à prononcer ce nom de famille. D'accord. Et conservatrice de bibliothèque est chargée de la numérisation à la bibliothèque centrale de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors, je me présente, je suis Marie Gay, conservatrice de bibliothèque à l'Université des sciences de la santé de Dakar. Et au risque de monopoliser la parole, nous passons le témoin à Madame Noudon-Finet pour nous entretenir de ce thème. Yvonne, bonjour. Bonjour Marie et merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Je remercie l'ASBAD de m'avoir permis de m'exprimer ici, de parler de mon travail au niveau du service de numérisation de la bibliothèque centrale de l'Université Cheikh Anta Diop. Voilà, je m'appelle Yvonne Berthe Cissé, Madame Noudon-Finet. Je suis conservatrice au niveau du service de numérisation de la bibliothèque centrale de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Voilà, ici, au niveau du service de numérisation, nous recevons plusieurs types de documents. Voilà, nous recevons les thèses, les mémoires, les articles scientifiques. Voilà, le CAMES pour la numérisation de leurs dossiers. Les candidats au CAMES, voilà, pour la numérisation de leurs dossiers. Voilà. Nous sommes une équipe de 6 personnes. Il y a un conservateur chef de service qui s'occupe de la mise en ligne des documents, du contrôle des documents. Voilà. Il y a une conservatrice, moi. Mon travail consiste à numériser les documents, à renseigner les métadonnées, à numériser les documents, les dossiers des candidatures au CAMES. Voilà. Et il y a aussi 2 bibliothécaires. Voilà, ils sont chargés de faire le catalogage des thèses, des mémoires. Il y a 3 aides-bibliothécaires qui sont chargés de réceptionner les documents, c'est-à-dire lorsque les étudiants viennent pour déposer leurs thèses, leurs mémoires, voilà, ils réceptionnent ces documents. Ils leur donnent aussi des numéros de thèse pour les étudiants de la faculté de médecine. Voilà. Et à notre niveau, nous avons plusieurs types de scanners. Nous avons au total 10 scanners. Nous avons 4 scanners multifonctions, un scanner à défilement et 3 scanners à plat, 2 scanners à livre ouvert.
Nous utilisons aussi un logiciel, Adobe Acrobat Professionnel 11, pour la numérisation et pour le traitement des documents, et le logiciel Greenstone pour la mise en ligne. Maintenant, moi, concernant mon domaine, je fais la numérisation des thèses, des mémoires, et je fais aussi le dépouillement des articles scientifiques. Voilà, la numérisation aussi pour les candidats au CAMES. Voilà, c'est ça mon travail ici au niveau du service de numérisation. Maintenant, pour la mise en ligne, c'est notre chef de service, Monsieur Aloïse Bougaridjo, qui fait la mise en ligne des documents. Voilà. Auparavant, on déposait les thèses et les mémoires sans la version numérique parce que ça n'existait pas. C'est maintenant qu'on dépose la version numérique en plus de la version papier, parce qu'on dépose toujours la version papier ici au niveau du service de numérisation. Voilà. Et cette version papier est traitée. La version papier et le CD que les étudiants viennent déposer après la soutenance. Cette version, la version traitée et la version papier est traitée au niveau de VSmart, et la version numérique, c'est-à-dire le CD en PDF, est traité avec Adobe Acrobat Professionnel 11 pour le renseignement des métadonnées. Dès qu'on termine ce renseignement, cet enregistrement, on enregistre ça avec la cote du document. On donne ça, on verse ça au chef de service qui fait la vérification et qui procède à la mise en ligne au niveau de la bibliothèque numérique. Voilà. Greenstone. Voilà, de la bibliothèque numérique. Maintenant, concernant les documents papier qui étaient déposés sans la version numérique, là, on est obligé de les numériser pour avoir leur version numérique et pouvoir verser ça au niveau de la bibliothèque numérique. Voilà. Pour les articles scientifiques aussi des professeurs, parfois ils viennent pour leur candidature au CAMES. Nous sommes obligés de numériser les documents, les versions papier, si toutefois ils n'ont pas la version électronique de leurs articles. Parfois aussi, ils ont une version électronique, mais cette version électronique est verrouillée. Du coup, on ne peut pas utiliser, on ne peut pas manipuler ça. On est obligé de numériser à nouveau le document et renseigner les métadonnées pour pouvoir mettre ça en ligne. Voilà, en gros, c'est ça mon boulot ici au niveau du service de numérisation. Bon, sans plus tarder, nous avons fait une vidéo pour vous permettre de découvrir comment se passe la numérisation ici au niveau du service de numérisation. Je vous invite à suivre cette vidéo pour mieux comprendre. Merci. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Tout à mon son. Bonjour, je m'appelle Yvonne Bertissé, Madame Nodofine. Je suis conservatrice des bibliothèques
au service de numérisation de la bibliothèque universitaire de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis chargée de la numérisation des thèses, des mémoires, des articles scientifiques. D'accord, si c'est bon. Là, je vais vous montrer comment on numérise ici au niveau du service de numérisation avec le logiciel Adobe Acrobat Professionnel. Désolée de vous interrompre, Commencer Yvonne. la numérisation, c'est tout un processus. Oui, Vous pouvez augmenter le son, s'il vous plaît. Le son, s'il vous D'accord. plaît. On a du mal à entendre, s'il vous plaît. Le préparer Merci. à la Merci. numérisation, c'est-à-dire, si toutefois il y a une couverture, enlever, détacher les feuilles pour les thèses et mémoires, regarder si le document est en recto verso, regarder si l'écriture est lisible, vérifier s'il y a des pages cornées, des pages froissées, s'il y a des cartes, des planches, voilà. Enlever les agrafes, enlever les trombones, et tout. Voilà. Maintenant là, nous allons vérifier. Nous voyons que notre document, j'ai choisi ce document à numériser. Nous voyons que notre document est bien lisible. C'est en noir et blanc, c'est en recto. Il n'y a pas de page cornée ni de page froissée. Et c'est bien détaché. Là, on égalise bien le document. On a allumé notre scanner. J'utilise un scanner à défilement. Un scanner multifonction. Là, c'est un scanner à défilement, scanner à production. Et là, nous avons le scanner à plat. C'est un scanner HP. Voilà, on égalise bien le document. Maintenant, pour numériser, ici au niveau du service de numérisation, on utilise en général le logiciel Adobe Acrobat Professionnel. Le voici. Bien vrai que parfois nous utilisons aussi les logiciels qui viennent avec les scanners, mais on utilise tout le temps Adobe Acrobat Professionnel pour la numérisation et pour le traitement des documents. On égalise notre document, on a déjà allumé le scanner, on dépose, on serre les languettes et là, on double-clique sur Adobe. Voici, ça se présente comme ça, l'interface. On vient ici, on clique sur créer un fichier à partir d'un scanner. Là, si c'est la première fois qu'on utilise Adobe Acrobat, il faut le paramétrer. On vient ici à configuration. Voilà, on paramètre. Voici le scanner HP ScanJet Pro. Voilà, on a fait la détection automatique des couleurs en mode recto, détection automatique pour la colorimétrique. On numérise toujours en 600 ppi pour la pixelisation. Voilà, format automatique. Là, on cache ici à ce niveau pour inviter à numériser d'autres pages. Parce que pour numériser, on ne numérise pas, on ne prend pas tout le document. Si le document est volumineux, on est obligé de le scinder en plusieurs parties pour éviter le bourrage. On coche ici pour optimiser les documents. Voilà, on coche l'OCR, ROC, qui est la reconnaissance optique des caractères. Voilà, on a déjà paramétré, on ferme. On vient ici, on clique sur créer un fichier à partir d'un scanner. Moi, en général, je numérise avec la numérisation personnalisée. On clique, voilà, le scanner est là, c'est bien réglé, en recto, 600 ppi, tout est réglé. On clique sur numériser. Et ça démarre. Bon, mon scanner est un peu lent, mais ça va faire l'affaire. Il faut éviter aussi de lancer le scanner et de partir. Il faut toujours surveiller la numérisation parce que parfois, ça a tendance à numériser en même temps 2 pages. C'est pourquoi il faut toujours être vigilant devant un scanner et surveiller la numérisation. Voilà le rendu.
on attend un peu. Vous voyez, ça fait le traitement. Auparavant, on avait coché l'ossérisation, on avait coché aussi l'optimisation. Là, il est en train d'ossériser les documents et d'optimiser les documents. Optimisation, c'est la réduction de la taille de fichier. L'ossérisation, un document non ossérisé ne peut faire objet de recherche. Il faut toujours ossériser un document en tant que bibliothécaire pour pouvoir, pour pouvoir faire une recherche dans ce document même. Là, ça ossérise et ça optimise page par page. Il faut noter aussi que nous, ici, au niveau du service de numérisation, on numérise on enregistre les documents avec du PDF. On utilise du PDF, le format PDF pour la numérisation. Voilà, nous avons préparé nos documents à la numérisation. Nous l'avons numérisé. Et là, c'est terminé. Vous voyez, ça nous demande si on veut numériser davantage de pages. Parce qu'au préalable, on avait coché la case invité à numériser d'autres pages. Si toutefois on avait un autre document, si le document était volumineux, on pourrait cocher ici pour continuer la numérisation. Mais là, on a terminé, on clique ici, terminer la numérisation. OK. Voilà notre document numérisé. Maintenant, c'est l'étape du traitement. Il y a le traitement physique et le traitement intellectuel des documents. Pour le traitement physique, on commence par le traitement physique. C'est le recadrage du document. On vérifie si le document est bien numérisé, s'il n'y a pas de page froissée à l'intérieur, s'il n'y a pas de page cornée, si la pagination est bien réglée et tout. Voilà, c'est ce que nous allons faire comme ça. On vient ici. Moi, j'ai créé ici des raccourcis pour pouvoir faire ça de façon rapide. Mais on peut venir ici, clic droit. Ici, on a la possibilité d'insérer des pages, d'extraire des pages, de remplacer, de supprimer, de recadrer, de pivoter, de faire la transmission de pages, de numéroter, etc. Voilà, là, on va utiliser le recadrage. On clique ici. Voilà. On a cette fenêtre qui s'ouvre. On glisse la fenêtre pour avoir une visibilité. On glisse. On doit recadrer en haut, en bas, à gauche, à droite. Voilà. En général, c'est ce que j'utilise. Et là aussi. Voilà. Recadrer toutes les pages ou bien recadrer de la page telle à la page telle. Ici, on a la possibilité de recadrer par page paire, par page impaire. Voilà. On va recadrer nos documents. En haut, je clique, vous voyez le trait. En bas, je clique. À gauche, à droite. Voilà. Je vais recadrer toutes les pages. On clique sur OK. Maintenant, on va vérifier la pagination du document. Vérifier si c'est lisible et tout. Si on augmente la taille, c'est ce que nous avons. Pour augmenter la taille, on clique ici. Et pour avoir ça sur une seule page, on clique là. Voilà. Là, on a terminé notre traitement physique. Nous allons procéder au traitement intellectuel du document. On vient ici, fichier, propriété. Ou bien on fait CTRL-D. On clique, on glisse pour avoir une visibilité. Fichier, propriété. On glisse la fenêtre. Là, on doit renseigner les métadonnées. C'est du catalogage. Hein? C'est du catalogage. Il y a le titre, l'auteur, le sujet et les mots-clés. Bon, nous, à ce niveau, s'il s'agit des thèses et des mémoires, on met la date ici, après le sujet. On classe ça selon la spécialité. Voilà. Ici, on va renseigner le titre. On respecte les normes des bibliothèques. Sénégalaise à l'âge de la société de l'information. 2 points pour le sous-titre, les mots et
les choses. Point. Voilà, nous avons renseigné notre titre. L'auteur, c'est Bernard John. On met John en capital, virgule, espace, Bernard, le B en majuscule, reste en minuscule. Voilà, si on avait un autre auteur, on allait mettre point, virgule, nom en capital, virgule, espace, prénom, première lettre en capital, le reste en minuscule. Ainsi de suite jusqu'au troisième auteur. Ensuite, c'est égal. On ne doit pas renseigner. Voilà, on ne doit pas continuer le renseignement. Ici, c'est un document, le sujet, c'est un document en bibliothéconomie. Voilà, puisque c'est un article, on ne doit pas mettre la date. Si c'était une thèse ou bien un mémoire, on allait mettre virgule, espace et mettre la date. Pour les mots-clés, on peut choisir bibliothèque. On peut choisir société de l'information. On peut choisir information, documentaire. On peut mettre Sénégal. Voilà. Pour les mots-clés, la première lettre est en capitale, le reste en minuscule, virgule, espace, première lettre en capitale, ainsi de suite. On a jusqu'à 7 mots-clés. Là, on a terminé de renseigner les métadonnées, c'est-à-dire le traitement intellectuel. On clique sur OK pour enregistrer. Voilà. Nous avons choisi le document à numériser. Nous l'avons préparé à la numérisation. Nous avons fait la numérisation de ce document. Nous avons fait le traitement physique et le traitement intellectuel. Là, nous allons enregistrer le document. On clique ici sur enregistrer. Voilà, on va choisir un emplacement, mes documents. On enregistre les articles par le titre de l'article. Si c'était une thèse ou bien un mémoire, on allait enregistrer ça par la cote. Voilà, ici on met encore les bibliothèques. Sénégalaise. À l'âge de la société de l'information. Bon, c'est pas la peine d'écrire le titre en entier, sinon ça risque d'avoir un problème d'enregistrement, parce que ça m'arrive parfois. Je clique sur OK pour enregistrer. Voilà, là nous avons terminé la numérisation. On ferme notre logiciel. Voilà, pour la numérisation des documents. Top. Voilà, là nous sommes au niveau de la salle de numérisation et nous avons plusieurs scanners. Là c'est un scanner à livre ouvert de marque Copybook Cobalt. Voilà, il nous a été offert par le projet UNESCO PADIS. Là aussi un autre scanner Epson, de marque Epson. C'est un scanner à plat, toujours avec le projet PADIS. Et là c'est un banc de production qui fonctionne avec un appareil photo. Bon, c'est pour numériser certains documents volumineux, les cartes, etc. Voilà. Maintenant, on va numériser avec le scanner à plat, Epson. Voilà. On ouvre le scanner. On a choisi ce document-là à numériser. On dépose. On place ça correctement sur le scanner. On ferme. Et on vient ici. On avait numérisé avec le logiciel Adobe Acrobat Professionnel. Là, on utilise un autre logiciel. C'est le logiciel du scanner Epson. On double-clique pour ouvrir. Ça prend un peu de temps. Voilà, ça se présente ainsi. Là aussi,
Bon, ça numérise dans le pack. Voilà. Ça numérise. Vous voyez, on a la possibilité de choisir soit un document, une photo, le nombre de bits colorimétrique, la colorimétrie, 24. Voilà. Le nombre de pixels, 600 ppi. Voilà. Et là, on lance l'aperçu. Bon, il y a certains documents, quand je les reçois, je préfère numériser ça ici avec ce scanner Epson parce qu'il est professionnel. On peut faire beaucoup de choses avec. On peut modifier, par exemple, si le document n'est pas trop lisible, après numérisation avec ce scanner Epson, on peut jouer sur la couleur, sur voilà, la couleur et tout, pour pouvoir ajuster le document et avoir une meilleure visibilité, une meilleure numérisation. Voilà, là on a nos documents ici. On recadre. On a besoin de ça. On lance la numérisation. Voilà. Une autre fenêtre s'ouvre. Là, on a la possibilité de numériser ça, d'enregistrer ça dans mes documents, mes images, ou bien de personnaliser. Si on avait une clé, on allait cocher ici et parcourir. Voilà. Là, je vais numériser ça dans mes images. Voilà, on numérise en PDF, je vous l'avais dit. On clique sur OK. Ça numérise. Bon, pour le scanner à livre ouvert, là, on n'a pas besoin de couper le document, le dos du document. Par exemple, si on reçoit une thèse ou bien une mémoire ou bien un livre, on n'a pas envie de couper le dos du document, de le détacher. On peut numériser ça ici. On dépose juste le document, on ouvre le document, on règle les paramètres, ensuite on lance la numérisation. Ici, il y a un appareil photo qui capte l'image. Ensuite, on fait un peu de traitement ici avec l'écran. Voilà. Là aussi, ça fonctionne avec un appareil photo. On dépose le document ici. On allume les lampes. Il y a des lampes ici à ce niveau. On met l'appareil photo, on place ça, on ajuste et on fait une capture. Voilà. Là, on a terminé la numérisation du document. On a la possibilité d'ajouter une autre page. Là, contrairement au scanner à défilement, ça numérise page par page les documents. Mais au moins, on a une très bonne visibilité, un très bon rendu. Voilà. Là, on n'a pas d'autres pages à ajouter, puisqu'on n'a pas trop de temps. On va cliquer ici, juste enregistrer le fichier. Voilà. Voilà. On a notre document ici. Maintenant, après avoir numérisé avec ce logiciel, Epson, on prend notre document, on amène ça au niveau de Acrobat Professionnel pour faire le traitement intellectuel, le traitement physique, voilà, du document, pour ensuite pouvoir mettre ça en ligne. Voilà ce qui est du scanner Epson. Voilà, je vous ai expliqué pour le scanner à livre ouvert et le banc de production. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo.
J'ajoute qu'il y a d'autres scanners ici au niveau de la salle de numérisation. Il y a le scanner à livre ouvert, il y a le banc de production, mais malheureusement, on ne peut pas tout faire aujourd'hui. Voilà. Concernant aussi le logiciel Adobe Acrobat Professionnel, il y a d'autres options. Voilà. Par exemple, on peut faire le dépouillement, on peut insérer des pages, extraire des pages, faire beaucoup de choses avec le logiciel Adobe Acrobat Professionnel. Mais malheureusement, par manque de temps, on s'en arrête ici. Voilà. Si vous avez des questions concernant la numérisation ou bien toute autre chose, voilà. Des questions sur le service de numérisation, nous sommes ouverts. Voilà. Et aussi, je voudrais rajouter que après numérisation des documents, après traitement, on amène les documents traités au niveau du chef de service, Monsieur Aloïs Bougardiou, qui fait le contrôle et ensuite met ces documents dans la bibliothèque numérique pour une meilleure visibilité. Comme ça, vous pourrez consulter ça à travers Internet. Voilà. OK. Je vous remercie. Merci, Marie. Merci, Madame Nodopina, pour cette brillante présentation. Cette démo nous a permis de mieux comprendre ce processus, très minutieux d'ailleurs, de numérisation. Et vous venez à présent de réconforter l'idée selon laquelle la principale tâche du bibliothécaire est de réunir une collection de documents jusqu'alors dispersés, qui seront précisément repérés individuellement par une adresse permettant de les retrouver et de les diffuser à la demande des lecteurs. Maintenant, on se rend compte aussi que son travail varie considérablement en fonction du milieu où il se trouve, naturellement. Et votre présentation est une parfaite illustration. Et en bon documentaliste, j'ai essayé d'indexer. Et je me rends compte que les expressions ou les mots qui reviennent le plus sont dépouillement, article scientifique, CAMES, Adobe, ScanJet Pro, extraction de métadonnées, Greenstone, OCR, catalogage, mise en ligne, pour ne citer que cela. Et en résumé, je dirais que le métier de bibliothécaire, en parfaite mutation toujours, fait appel à des compétences nouvelles. Vous venez d'en faire la démonstration. Autrement dit, on se doit d'être polyvalent, de s'adapter à cette nouvelle zone qu'est le numérique. Alors, si je vais beaucoup plus loin, selon votre exposé, vous nous avez fait comprendre qu'il n'existait pas de version numérique auparavant. Ça réconforte l'idée selon laquelle il y a une évolution, puisque le CD est maintenant déposé en plus du mémoire ou de la thèse, de la version physique, je veux dire. Et tout ce processus aboutit à une étape ultime d'une chaîne documentaire qui est la diffusion de l'information. Et cette diffusion de l'information permet une meilleure démocratisation de l'accès à la recherche scientifique et aux résultats de la recherche scientifique, tout en garantissant une meilleure visibilité scientifique, que ce soit pour les chercheurs et pour les étudiants. Maintenant, nous allons passer à l'étape questions-réponses. Si vous avez toutefois des questions, signalez-vous, levez la main. Madame Noudofina. Oui, je pense qu'il y a une question de Fatima Guissa. D'accord. Voilà. Dans le premier temps, 35. Fatima. Voilà. Il y a une question de Fatima concernant la valorisation des documents. Bon, ici, au niveau du service de numérisation, nous valorisons nos documents à travers la bibliothèque numérique. Voilà, parce qu'après numérisation, après traitement, après tout ce boulot, on met ça au niveau de la bibliothèque numérique. Voilà, c'est ce qui valorise nos collections ici au niveau de la BUCAD. Je pense que j'ai répondu à votre question, Madame Gay. Merci. Merci Yvonne. Vous pouvez écrire dans le chat à défaut de lever la main ou de poser directement votre question. D'accord. Je vois une main qui est là. Oui. Vous pouvez poser votre question.
C'est bon? Oui, c'est bon. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Yvonne, bonjour Marie-Gueye, la modératrice, Bonjour. qui a fait une très belle introduction que j'ai beaucoup aimée. Elle a fait le résumé vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup Yvonne pour cette belle présentation. Vous avez fait le tour. Merci beaucoup Dia aussi. Je vous en prie, Ken. Moi, je suis archiviste à la BUUGB. Je fais le même travail que vous là-bas. Et par contre, moi, j'utilise PDF Element au lieu de Adobe Acrobat. J'utilise le logiciel PDF Element. Et comme numériseur aussi, on a le Epson. Epson Scan. Ok. Vous numérisez avec quel genre de scanner? Le scanner à plat ou bien un scanner à défilement? À plat. Ah, d'accord, d'accord. Vous avez quel genre de document? Quel genre On a des de thèses. Moi, je m'occupe de la numérisation des thèses, des mémoires, uniquement. Et pour les archives aussi, je fais la numérisation parce que comme je suis archiviste, donc il y a des documents administratifs qui sont là-bas. Après traitement, le classement et tout, je les numérise. Voilà. Mais je fais aussi la numérisation des thèses et des mémoires. Mais je ne m'occupe pas des dossiers CAMES comme vous. D'accord. D'accord. Bon. Maintenant, vous avez parlé des documents qui sont électroniques. Par exemple, pour les mémoires et thèses, il y a des documents qui sont nés électroniques. Mais vous faites la numérisation pour les mémoires et thèses qui sont physiques, n'est-ce pas? Oui. Ma question est, comment vous faites après pour la relure? Une fois que vous les détachez, parce que vous les détachez pour faire la numérisation. Pour la relure après, comment ça va se passer? Bon, concernant la relure, on a ici un service de relure. Voilà, les documents sont d'abord acheminés au niveau de la relure. C'est eux qui découpent le document, le dos du document. Voilà. Ensuite, ils nous donnent ce document qu'on détache feuille par feuille. Voilà, pour ensuite numériser ça. Je note que Adobe Professionnel 11 n'est pas un logiciel gratuit. Et concernant Epson, le scanner à plat, je vous conseille d'utiliser un scanner à défilement ou bien un scanner multifonction. Parce que pour les scanners à plat, tu es fatigué, tu es obligé de numériser ça page par page et ça te prend énormément de temps. Là où le scanner à défilement numérise des documents volumineux sans pour autant perdre du temps. Voilà, je vous conseille vraiment d'utiliser ou bien d'essayer d'acquérir un scanner à défilement qui est plus pratique pour la numérisation des thèses et des mémoires. Voilà, là, au moins, vous allez gagner en temps, voilà, pour pouvoir faire une numérisation vraiment. C'est notre souhait, mais par faute de moyens, on est obligé de fonctionner avec les moyens du port. Je pense qu'on en avait déjà parlé. Ouais. Il faut essayer de trouver des partenaires parce que nous, on a reçu beaucoup de matériel par don. Beaucoup de matériel. Pardon. Mais quand même, c'est un scanner qui est vraiment performant. Oui, c'est très performant. Moi, je fais des miracles. Je fais des miracles. Epson Scan, c'est un scanner qui est très, très performant. Ouais, c'est trop rapide en fait, la numérisation. Seulement, c'est par rapport au... par exemple, quand je mets 300 dpi ou 600, c'est trop lent. Du coup, je suis obligée de faire 200. D'accord. J'en ai même parlé. Est-ce que la qualité est au rendez-vous avec le 200 ppi? Si, c'est très lisible. En tout cas, peut-être que le 600, peut-être c'est par rapport au parce que vous n'avez pas beaucoup d'images peut-être au niveau des thèses. Si vous aviez par exemple des thèses en médecine, là où il y a beaucoup d'images, voilà, il faut essayer de numériser ça avec le 600 ppi. Bien vrai que ça va peser lourd, voilà, mais c'est la meilleure qualité. Peut-être après, essayer de faire la réduction, la réduction de la taille du fichier pour pouvoir mettre ça en ligne pour que ça s'affiche le plus rapidement possible. Autre chose aussi, on n'a pas encore la licence. D'accord.
On n'a pas encore la licence du logiciel. Donc, beaucoup de paramètres, on ne peut pas les utiliser. On est un peu limité. Oui, on est un peu... Non, le PDF élément. Ah, d'accord. Est-ce que c'est gratuit? C'est gratuit ou non, bien c'est pas gratuit. C'est payant, en fait. C'est payant. C'est payant. Oui, c'est payant, mais actuellement, on n'a pas encore la licence. Il y a beaucoup de contraintes liées à ça. Du coup, c'est un peu compliqué. Même par rapport à la reliure aussi, quand on détache les thèses et les mémoires, on est obligé de les emmener en bas au niveau du centre de presse parce que ce sont eux qui sont chargés de faire la reliure. Mais là-bas aussi, ça traîne un peu. Parce qu'il y a une machine qui doit faire ça. Et là, on dit que la machine, ça coûte trop cher. Alors, on est obligé, les agents qui sont là-bas, ils sont obligés de le faire avec leurs mains, soit de coller le document ou de le coudre avec la main, donc ce qui prend énormément de temps. Et voilà. Parfois, ça peut même retarder le boulot. Donc, il y a beaucoup de contraintes. D'accord. Merci beaucoup, Ken Bougou. Merci. Il y a une autre question, excusez-moi, une autre question. Je suis en train de monopoliser la parole, mais excusez-moi. Par rapport au nommage des fichiers Yvonne, j'ai vu que vous avez nommé le document. Vous avez reporté tout le nom, en fait. Et parfois, oui, j'ai vu que vous avez nommé le fichier. Le fichier là, vous l'avez nommé après. Par le titre, oui, par le titre du document. Pas les mots-clés. Le fichier, je parle du fichier. Le fichier, oui, je sais. Après numérisation, l'enregistrement. Voilà, j'ai enregistré ça avec le titre, par le titre du document. S'il s'agit des articles scientifiques, on met le titre du document. Mais s'il s'agit des thèses et des mémoires, on met la cote du document. C'est par rapport au nommage du fichier ou même du dossier numérique, du dossier qui contient les fichiers numériques. Parfois, c'est trop long. Quand on met tout le nom, c'est trop long. Il y a même des pointillés après. Oui, parce que moi, j'évite de mettre tout le long, tout le titre, parce que après, au niveau de l'enregistrement, parfois, si tu veux mettre ça dans une clé, tu n'y arrives pas. Il faut réduire le nombre de lettres qu'on met au niveau de l'enregistrement. Je ne sais pas si tu le sais ou pas. Il y a une convention de nommage. Il y a une convention de nommage qui définit les règles de nommage, qui normalise vraiment le nom des fichiers, le nom des dossiers numériques. Et je pense que tu peux l'utiliser. C'est vraiment génial. Moi, c'est ce que j'utilise. Si tu veux, après, je peux le partager avec toi. Aucun souci. Ça me fera vraiment plaisir. Voilà. Merci, Ken. C'est gentil. Merci. Excuse-moi. J'ai été bavarde, mais c'est normal. Merci beaucoup. Alors là, je vois Demba Wele. On prendra d'abord Demba et puis Houda. Allez-y, Demba. Allô, Yvonne? Oui. Bonjour, Demba. Tu me reçois? Oui, je t'entends bien. D'accord. Bon, merci beaucoup tout d'abord pour cette belle présentation. Voilà, la numérisation, c'est quelque chose que j'aime bien, même si je ne suis pas encore sur le milieu professionnel. J'avais deux questions. La première, c'est est-ce que vous pratiquez l'ossérisation? Parce que parfois vous rencontrez des documents qui sont, voilà, tout à l'heure tu as parlé de documents illisibles, mais de changement de couleur. Mais là dans le contexte de l'ossérisation, comme on parle de changer une image en texte, est-ce que la BU pratique cela? Si oui, comment vous le faites? D'accord, Demba. C'est bon, tu as reçu la question. Oui. Bon, concernant l'ossérisation, lors de la numérisation, ça nous permet on peut définir ça au préalable. Voilà, pour l'ossérisation. Mais parfois, on reçoit, comme tu le dis, des documents qui n'ont pas été ossérisés. Là, si on sélectionne, si on obtient un cadre bleu, on trouve que ce document n'est pas ossérisé. On est obligé de lancer l'ossérisation
qui est la reconnaissance optique des caractères, pour ensuite l'enregistrer à nous. Mais l'OCR, c'est obligatoire pour un document qu'on doit mettre en ligne. Je pense que j'ai répondu à ta question. D'accord, oui, j'ai bien compris. Voilà. Maintenant, concernant l'accessibilité de ces documents que vous numérisez, est-ce qu'il y a des documents qui seront accessibles et d'autres non? Ou bien tous ces documents que vous numérisez sont accessibles dans votre site ou la plateforme de la BI? D'accord. Bon, il y a des documents qui ne sont pas accessibles. On n'a pas mis ça en ligne. Voilà, il y a des documents qui n'ont pas été mis en ligne. C'est dans un but de conservation de documents. Là, on ne met pas ces documents. Et aussi, pour les documents du CAMES, il y a certains documents là où il y a des données personnelles, on ne met pas ça en ligne. On conserve ça. Mais pour les autres documents, par exemple, les thèses, les mémoires, les publications scientifiques, les articles, là, on met ça au niveau de la bibliothèque numérique et c'est accessible. Mais ce n'est pas téléchargeable. Voilà, on peut juste lire ça avec, à partir de l'écran. Voilà. Je pense que j'ai répondu. D'accord, d'accord, c'est très clair. Merci beaucoup. Ok, Demba, je vous en prie, merci. Bonjour. Bonjour. Bonjour Yvonne, bonjour chère modératrice, bonjour chers participants. Félicitations à Yvonne et à Madjiguène pour cette belle présentation. Merci. Moi, je m'appelle Madjiguène, je suis conservatrice à la Bibliothèque centrale de l'Université Iba Der Thiam de Thiès. Allô? Vous m'entendez? Oui, en fait, t'entend. je gère tout ce qui est, je gère tout ce qui est mémoire et thèse. Et à la base, j'étais chargée de la mise en ligne. Mais on a un petit souci au niveau de l'université. Nous n'avons pas de service de numérisation en tant que tel. De deux, on n'a pas de service de reprographie. Et je pense qu'une des participantes a posé ce problème. Je reçois des versions physiques et électroniques. J'ai déjà eu à travailler, à faire un test avec le logiciel DSpace parce que je voulais qu'il y ait interopérabilité en fait. Que les étudiants puissent, à partir de là où ils sont, qu'ils puissent déposer directement sur la plateforme avec l'option soumettre, faire un dépôt, quoi. Mais le problème qu'on a, c'est qu'on est bloqué. Depuis 2019, je travaille sur ce projet, mais il y a le service informatique qu'on a voulu interpeller. Et là, ils nous ont fait savoir que comme on traite des thèses qui sont assez lourdes, même si j'ai pu acquérir Adobe Pro, et un scanner à défilement, Fujitsu, de marque Fujitsu, qui est très efficace. Je confirme ce que Yvonne a dit. Oui, par rapport, parce que j'avais avant un scanner à plat, ça faisait pas trop l'affaire. C'était trop fatigant, mais avec le Fujitsu, je me rends compte que tu gagnes beaucoup plus de temps. Par exemple, un seul mémoire, tu peux le numériser en un temps. Et tu as la possibilité de recadrer, d'enlever des tâches. Il peut arriver qu'un étudiant d'une UFR autant avait déposé juste une version physique. Et là, au bout de quelques années, il revient pour demander une version électronique. Et là, je n'ai pas de service de reprographie, je n'ai pas de service de numérisation. Donc, je me permets de bouger, d'aller dans un autre site, de détacher le document, de faire la numérisation moi-même et d'y apporter des trucs. Et de retourner, payer avec mon agent pour faire la reliure du document. Maintenant, je voudrais savoir si vous, dans le cadre de votre bibliothèque numérique, si vous avez eu besoin de travailler avec le service informatique ou pas. Parce qu'à un certain niveau, je suis limitée. Je peux me charger de la mise en ligne et tout, mais pour que ça soit accessible, il faut qu'on ait accès au serveur. Maintenant, je voudrais savoir s'il y a un moyen de contourner le service informatique pour qu'on puisse au moins valoriser la production scientifique. Je vous remercie. D'accord, merci beaucoup, Madjiguène. Le bibliothécaire, le conservateur doit travailler en étroite collaboration avec l'informaticien. Ça, tout le monde le sait. Voilà. On ne peut pas les contourner. On ne peut pas les contourner. Voilà. On ne peut pas les contourner. Il faut essayer, je ne sais pas, peut-être de discuter avec eux. Voilà, pour au moins qu'ils vous aident
dans ce côté. Parce que nous, notre bibliothèque numérique, notre Greenstone, on a installé ça au niveau du serveur. Maintenant, avec le logiciel FileZilla, c'est à partir de ce logiciel qu'on lance, comment dirais-je, qu'on ouvre le Greenstone qui est installé au niveau du serveur. Voilà. Et avec FileZilla, on lance les thèses, on insère, on télécharge les thèses. Voilà. Dans le logiciel Greenstone. D'accord. Voilà. Pour la relure aussi, essayez peut-être de trouver un service de relure, peut-être une personne que vous embauchez ou bien que vous, je ne sais pas, sous contrat. Voilà. Les gens qui font la relure là. Voilà. Qui va venir vous aider. Parce que prendre son argent pour payer ça aussi, c'est un peu. Moi, je vais pas le on est obligé. Des fois, on est obligé. C'est juste pour aider. Hein. Des fois, oui, c'est juste pour aider, mais bon. Il faut aussi les moyens. Il faut aussi les moyens. Et essayer de convaincre les autorités. Voilà. Pour leur montrer l'importance de ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Et que le service informatique aussi vienne vous aider. Parce qu'il faut travailler avec le service informatique. Nous sérieusement, le service informatique, il nous aide beaucoup. Il nous aide beaucoup. Voilà. Nous, à la base, on avait même prévu un service informatique à l'enceinte même de la bibliothèque centrale. C'est ce qui est normal. Nous, on a un service de numérisation, on a un service informatique. Ok, donc on va relancer les autorités par rapport à ça. Et par rapport aux partenaires dont vous avez parlé tout à l'heure, vous avez des tuyaux ou des trucs à nous filer? Parce que vraiment, on en a besoin avec notre budget limité et tout. Des partenaires qui pourraient un peu booster nos projets, ça, quoi, appuyer. Après, inbox. Inch'Allah. On va en parler. Voilà. Et aussi, il faut que je me renseigne auprès de mon directeur et tout. Voilà, comme ça, il va, voilà. Il n'y a pas de souci. Beaucoup. Merci. J'ai je vous en prie. Par rapport au logiciel et tout. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, Madjiguène. Merci. Merci, Madjiguène. Merci. Yvonne? Oui? Il y avait Diouf qui avait levé la main, mais au préalable, est-ce que vous pouvez répondre aux questions dans le chat? Il me semble qu'il y a des gens qui viennent de poser des questions dans le chat. Fatimetou, je ne sais pas si est-ce que tu vois ces questions. Sinon, je peux te les... Tu arrives à voir les questions? Oui. Ok, c'est... Très bien. La Fatimetou, il y a Diouf. En ligne. Oui, nous avons choisi le logiciel Greenstone pour la mise en ligne. Bon, pour la mise en ligne au niveau de la bibliothèque numérique. Voilà, pour le PMB, il y a le service des langues et civilisations arabes qui utilise le PMB. Ici, au niveau, pour le catalogage, on utilise VSmart et PMB. Maintenant, la bibliothèque numérique, on utilise le Greenstone. Voilà, pour la numérisation, pour la mise en ligne. Et les difficultés rencontrées, oui, parfois on a des difficultés parce qu'il y a certaines machines qui sont obsolètes. On a aussi des scanners qui sont hors service, qu'on doit réparer, des scanners efficaces. Mon scanner aussi, le scanner à multifonction que j'utilise, c'est hyper lent et ça me fait perdre beaucoup de temps. Voilà. Merci, Fatimetou. Très bien. Il y avait aussi Diouf qui avait posé une question. Il avait aussi levé la main. Logiciel Epson que vous utilisez. Ah, d'accord. Pour le logiciel Epson. Bon, pour Epson, le scanner Epson, on a reçu ça sous don de l'UNESCO avec le projet PADIS. Voilà, c'est ce qu'on utilise depuis lors, bien vrai que moi, je l'ai trouvé ici et je suis là depuis 2013. C'est vrai qu'avec l'évolution des technologies, c'est sûr qu'il y en a d'autres versions qui ont été inventées, mais on se contente de ce qu'on a pour le moment. Voilà. Merci beaucoup. C'est tout, hein?
pense, oui. Oui. Je vais reprendre la parole. Oui. Je vois qu'il est là. Pour accéder au... Oui, vous avez besoin de notre aide de tous les ressources numériques via Kind Info. Bon, il faut essayer de passer au niveau, je sais pas, de la BU. Si vous êtes ici à Dakar, ou bien essayer de contacter peut-être notre service informatique, ou bien les relations, comment dirais-je, les références, le responsable des services de référence pour pouvoir avoir ces informations. Parce que ça ne nous concerne pas. Nous sommes au niveau du service de numérisation. Et ce sont les références, les services de référence qui s'occupent de ces bases de données-là. Très bien. Vous avez répondu à toutes les questions dans le chat, Yvonne? Oui, oui. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient interagir avec Yvonne? Si oui, Bon, pouvez pour juste le lever la main. logiciel Et activez Adobe votre Acrobat micro. professionnel, ça coûte 23. Bon, il y a un abonnement mensuel hein, à 23 000 francs le mois. 23 000 € le mois. Vous pouvez aussi essayer d'acquérir le logiciel multiposte. Vous achetez ça. Je ne sais pas vraiment combien ça coûte. Bon, vous installez ça au niveau de... si vous devez acheter Adobe Acrobat, si vous avez peut-être une grande bibliothèque ou bien plusieurs postes, essayez d'acheter le logiciel multiposte. Voilà, là au moins vous aurez un avantage et installer ça sur plusieurs machines. Mhm. Merci, Yvonne. Y a-t-il d'autres questions? Oui, merci. Ok. Mhm. 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 Ok. Tournez avec nous. Ok. Je peux contribuer? Bien sûr, allez-y, monsieur Dia. Oui, merci. Pour revenir un peu à la question sur l'OCR et sur l'utilité du service informatique, est-ce qu'on peut les contenir ou pas? J'ai un petit mot à dire. Pour l'OCR, c'est que la difficulté qu'on a souvent, c'est que quelqu'un peut aller se faire numériser ailleurs et amener un document où le texte, où l'aide du texte est en fonction image. Donc là, dès qu'on le met dans le Acrobat Pro, il y a une fonctionnalité d'ossérisation qu'on lance qui reprend toutes les pages du document en changeant tout ce qui est image en texte. Pourquoi? Pour que le logiciel de mise en ligne puisse indexer dans le fin fond du document, qu'il soit retrouvé facilement sur le net ou sur la plateforme documentaire. Donc, c'est juste une option qui est là. Pour le service informatique, c'est vrai que une bibliothèque universitaire digne de son nom doit avoir quand même un service informatique en son sein. Ça, ça pour répondre un peu à Madiguien et leur dire de continuer à militer pour ça au moins. Parce que la chance qu'ils ont à la BU, c'est qu'ils ont un bon service informatique et à force de côtoyer les bibliothécaires, ils sont tous au courant de l'importance qu'il y a dans la conservation des données, comment faire la recherche, etc., etc. Donc, même leur Greenstone, le bibnum.u4.sn, c'est du Greenstone qui a été carrément modifié. Hein. Ils ont pu
retravailler les fonctionnalités, rajouter d'autres choses. Donc, ils ont pris le Greenstone à la base, qu'ils ont modélé à leur façon, à leur image. Le traitement qui se fait derrière est totalement bibliothéconomique parce que Greenstone, quand on le sait, c'est les bibliothèques, c'est les archives, c'est etc. Mais ils l'ont modifié à leur façon, intégré des champs que les bibliothécaires de la BU utilisent pour cataloguer leurs documents. Et ils ont même rajouté une touche parce que le Greenstone à la base, c'est pour un accès libre. Eux, ils ont verrouillé derrière. Donc, vous faites une recherche, vous trouvez les documents qui sont pertinents, mais vous ne pouvez pas télécharger le fichier. À moins d'être un informaticien pointu et pouvoir essayer de contenir cela. Mais là, vous pouvez que lire la thèse en entier, vous ne pouvez pas télécharger. Donc là également, il permet de respecter le droit d'auteur qui est derrière parce que tout le monde ne veut pas également que sa thèse soit accessible par tout le monde. OK? Pour les informaticiens, à moins que peut-être essayer de les contourner, il y a des logiciels pour ça également. Il y a des plateformes qui sont libres qui permettent de créer des bibliothèques et de reverser des données à l'intérieur. C'est ce que j'avais fait quand j'étais à l'ISMV. À la base, on n'avait pas de service informatique. Donc, j'avais envie de faire découvrir la documentation numérique que nous produisons. Donc, il y a le Calameo, C-A-L-A-M-E-O, que le journal Le Soleil utilise également. Quand vous allez à Calameo, vous créez un compte au nom de votre bibliothèque, vous pouvez mettre votre logo, vous pouvez charger des fichiers PDF là-dedans. Donc là, et partager le lien à vos utilisateurs, à vos participants. Eux, c'est gratuit, ouais, ils peuvent aller et lire de manière intégrale. Mais ils peuvent pas également télécharger. Il y a ici aussi i2sui.com. Là également, vous pouvez créer des bibliothèques numériques à l'intérieur pour votre structure, mettre des PDF dedans et partager les liens également à vos usagers qui peuvent aller lire. Et également, vous avez le choix soit de les autoriser le téléchargement ou pas. Donc, c'est un peu des services parce qu'en tant que bibliothécaire, on est des fois aussi obligé de trouver de petits arrangements comme ça pour valoriser au maximum notre travail, montrer ce qu'on fait. Parce qu'on n'est pas là que pour traiter, conserver. On a une vocation, comme l'a si bien rappelé Marie-Gueye au début, qui est de diffuser. Donc, tout ce qu'on fait, traitement, numérisation, tout ça, le but, c'est de valoriser, c'est de montrer un peu ce qu'on fait dans nos structures. Merci, Madame la modératrice. Merci, Yvonne, pour cette brillante présentation. Et je rassure qu'on aura également l'enregistrement à la fin pour répondre un peu à la question de Youf. Merci, M. Dia, pour cette Merci beaucoup. contribution. Yvonne, je vois une autre main. Il y a Demba qui veut poser une question à nouveau. Demba, vas-y. Allez-y plutôt. Bon, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Toujours concernant l'ossérisation, par rapport à l'explication de M. Dia, je comprends que c'est le logiciel qui gère l'ossérisation en quelque sorte dans un autre contexte, quoi. Mais il y a une ossérisation que le professionnel peut faire dans le cas où il y a des mots ou des phrases qui sont illisibles, que le logiciel ne peut pas reconnaître. Et dans ce contexte, est-ce que le professionnel a le droit de aller Demba? dessus? Demba, vous êtes là? Oui. Oui, je suis là. Donc, je disais que dans le cas où une phrase est illisible dans le document, le logiciel ne peut pas le reconnaître. Donc, dans ce contexte, est-ce d'aller chercher ce qui manque, le remplacer, ou bien il doit laisser le document comme il est à la base? Bon, dans ce genre de situation-là, je ne l'ai jamais rencontré. Voilà, je n'ai jamais rencontré ce genre de situation. Par contre, parfois, comme M. Dia l'a si bien dit, on reçoit des documents qui ont été numérisés ailleurs, avec des numérisations qui ne sont pas professionnelles. Voilà, et nous, en tant que professionnels de l'information documentaire, on a le droit de donner un rendu parfait. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous, ici au niveau de la BU, on utilise Adobe Acrobat. Si on reçoit ces genres de documents, on vérifie tout le temps, toujours, si le document a été ossérisé. Si le document n'est pas ossérisé, il y a une option au niveau de Adobe Acrobat qui permet d'ossériser le document, de l'optimiser
Voilà, si le document pèse lourd, pour pouvoir mettre ça en ligne. Voilà. Mais ce genre de document-là, ce genre de cas ne m'est jamais arrivé ici au niveau du service de numérisation. Voilà. Peut-être essayer de rechercher encore ce document. Peut-être essayer de numériser ça à nouveau pour pouvoir faire l'ossérisation en même temps. Voilà. Si c'était moi, c'est ce que j'allais faire, reprendre la numérisation, tout simplement. S'il le faut même, essayer, je ne sais pas, de photocopier, d'imprimer le document en question et d'essayer de numériser ça à nouveau. Ça aussi, c'est une autre option que vous pouvez faire. Et moi, je peux contribuer parce qu'en ce qui concerne les archives, il arrive que vous ayez des manuscrits. Vous savez que des manuscrits, c'est des gens qui écrivent à la main. Donc, c'est sûr que la machine ne va pas tout reconnaître. Il y a des gens qui écrivent bien, il y en a qui écrivent, qui jettent un peu leurs mains, comme les médecins et autres. Donc, actuellement, en Europe, je sais que l'intelligence artificielle fait beaucoup dans ça. Il arrive qu'un outil d'intelligence artificielle arrive à reconnaître carrément tous les caractères qui sont écrits à la main. Donc, dans ce cas, il ne va pas être dans le document, mais il va être sur un fichier de métadonnées annexe pour retranscrire tout ce qui a été écrit à la main. Donc, ça, l'oscillation arrive à le faire avec l'intelligence artificielle. Parce qu'il n'est pas de la vocation de l'archiviste même de reprendre une chose. Parce qu'il y a le truc de, pas pérennité, il y a le caractère... L'authenticité. Authenticité, voilà, à conserver. Donc, une signature de Senghor, par exemple, on laisse tel quel pour que les gens puissent voir. On n'a pas intérêt à changer, à autoriser ou bien à changer le truc. Maintenant, dans le cadre des travaux universitaires, l'objet même de ce webinaire, les étudiants, ils déposent 3 exemplaires, je pense, Yvonne, 3 ou 4. Si dans un document, par exemple, c'est pas lisible, on peut aller revoir dans les 2 autres versions, si c'est plus lisible là-bas ou pas, pour reprendre, je pense. C'est une version en PDF et pour les mémoires, 2 versions papier. Ouais. Pour la thèse, une version en papier, plus le CD en PDF. Vous ne prenez pas de Word? Non, pas de Word. On demande aux étudiants de déposer la version PDF en un seul fichier. Et en général, ce sont de bonnes versions parce que c'est la conversion du document Word. Voilà, ils convertissent le document Word en PDF et en général, ce sont de bonnes versions. Ok, ça peut arriver peut-être dans les anciennes thèses de 90, de 89, ce genre de thèses, qu'il y a des trucs qui sont pas trucs. Mais de toute façon, on se rattrape aussi lors du traitement. On met les mots-clés qu'il faut, on met tout. Parce que le but de l'ossérisation, c'est juste peut-être, moi je pense même que ça augmente du bruit. Moi je pense même que ça augmente du bruit en fait. Si un document est bien traité derrière avec les bons mots-clés, le nom de l'auteur, etc., tout, on peut le retrouver facilement, quoi. Je pense qu'on a répondu à ta question. Demba? Oui, Yvonne. C'est bon? Oui, bon, oui, merci beaucoup pour ces réponses. Bon, juste que concernant l'ossérisation, un de nos cours, notre professeur en parlait, M. Moussa Samba. Donc, il nous expliquait que dans certains cas, Connexion, problème de connexion. Demba, je pense que vous avez un problème de connexion. Résolu. Allô? Oui, on t'entend. Alors, bon, oui, on t'entend. Résolu, déconné. On comprend. Oui, je disais que, dans certains cas, le professionnel est obligé de laisser le document comme il est et de mettre en commentaire qu'il y a quelque chose qui manque et de le remplacer pour qu'on puisse à la fin reconnaître le document initial et de comprendre que l'auteur avait écrit ça, même s'il y a une erreur. Donc le professionnel le laisse comme ça. Comme quelqu'un qui consulte le document va voir forcément que tel auteur avait fait telle erreur et que le professionnel met en commentaire que le document est comme ça, même si
Oui, Demba. Mhm. Oui, donc, bon, j'ai un peu du mal je pense qu'il y a différentes définitions concernant l'ossérisation parce que, comment vous expliquer avec le logiciel, là, bon, je ne l'avais pas compris dans ce sens. Moi, j'avais compris que l'ossérisation, c'était le fait de prendre le texte d'une image, de le modifier, de créer un autre document avec le texte seulement. Donc, c'est un peu ce que j'avais compris, quoi. Donc, peut-être les mots ont beaucoup de définitions ou bien ça dépend du contexte aussi. Bon, Voilà, donc ossérisation dans en votre contexte, je français. comprends que c'est ça. En français, c'est ROC. ROC, c'est reconnaissance optique des caractères. Il faudra après essayer de faire des recherches sur ça pour pouvoir mieux comprendre de quoi il s'agit. C'est la reconnaissance optique des caractères. Nous, en tout cas, on l'utilise pour que la machine, ça permet à la machine de reconnaître les caractères pour lorsqu'on lancera une recherche au niveau du document même, qu'on puisse retrouver certains mots ou bien certaines phrases. Voilà. C'est pourquoi nous, en tant que professionnels, on est obligé de faire l'ossérisation avant de faire la mise en ligne du document. Bien vrai qu'on renseigne les métadonnées, mais c'est toujours important. C'est toujours important. Et je pense même que c'est obligatoire. D'accord, donc je comprends que c'est un peu pour faciliter la recherche dans le document. Voilà, oui. Ah, voilà. Parce qu'avec une image, on ne peut pas rechercher des mots ou bien des phrases. Mais quand on ossérise, au moins là, on peut écrire le mot si on le trouve dans le document ou pas. C'est impossible. C'est impossible. Voilà, il faut que le document soit un texte pour pouvoir faire objet de recherche. Il faut que ça soit un texte. Par exemple, si vous voulez faire D'accord, j'ai une compris. recherche au niveau même du document, par exemple, quand on fait l'OCR, lorsqu'on recherche Dakar, on fait avec le logiciel Adobe Acrobat Professionnel, on fait CTRL F, on écrit Dakar. Maintenant, ça surligne tout Dakar dans le document. Là où c'est écrit Dakar, ça surligne ça. Voilà, même si vous faites la recherche au niveau de Google ou bien d'un document sur Internet, vous faites CTRL F, vous écrivez peut-être une phrase qui vous intéresse, qui se trouve dans le document, ou bien un mot, ça surligne tous ces mots-là. Si vous avez écrit Dakar ou bien Sénégal, ça surligne Dakar, Sénégal dans tout le document. Ça veut dire que ce document a été ossérisé. Si le document n'avait pas été ossérisé, on n'allait pas retrouver ces mots-là, voilà, si rapidement à l'aide du surlignage. Vous n'avez plus Oui. de questions? Demba, est-ce que vous êtes satisfait? Oui, d'accord, c'est bien. C'est bien compris. Merci beaucoup, Yvonne. D'accord, je vous en prie, Demba. Très bien. Y a-t-il d'autres intervenants qui veulent prendre la parole? Ami, Aliou, Hassan Fall, Babacar Sadir Diouf, Binta Bari, Diouf, Essenam, Fatima Sogei, Fatima Ndiaye. Je pense que Madjiguen avait déjà posé une question. Et je vois Kan, Maman Douba, Mamsano Wage, Madame Wad, Papa Seydou Sek. Avez-vous des questions? Avant qu'on donne la parole à M. Tandy, le président de l'ASBAT. Monsieur Kandi, vous êtes avec nous? Bonjour. Je pense que Binta a levé la main. Ah, d'accord. Binta, vas-y.
Bonjour à tous. Mhm. Bonjour Marie. Bonjour Yvonne. Bonjour, Bonjour. Binta. Merci de votre brillante présentation. Je vous en Nous prie. apprenons chaque jour, on apprend quelque chose de nouveau. Et aujourd'hui, avec Yvonne, j'ai appris beaucoup de choses dont j'ignorais vraiment que ça se fait au niveau du service numérisation de la bibliothèque universitaire. Mhm. Et je vous encourage et je vous félicite davantage parce que votre travail n'est pas du tout facile. Mhm. En tant que femme au foyer, ce n'est pas facile. En tant que professionnelle aussi avec les bons et du bord, Mhm. vu que votre scanner est trop lent, moi j'en sais quelque chose que j'en ai. Mhm. Et cela retarde un peu le travail. Et Mhm. vu avec vos nombreux dossiers du CAMES aussi, vraiment vous êtes brave. Concernant les scanners à défilement, nous, on utilise ça au niveau de notre service de numérisation parce qu'on n'a pas un service de numérisation proprement dit, bien puisqu'il y a la numérisation des cartes DDR qui ont été utilisées lors du recensement de 2013. On utilise les scanners à défilement, mais de marque Epson, qui Mhm. permet de scanner les cartes, Mhm. mais qui sont stockées. On les traite en même temps avec les scanners. Il y a le logiciel. Moi, je ne maîtrise pas parce que je n'utilise pas très souvent ce service-là. Mais vraiment, on voit que les scanners à défilement est est Performant. plus pratique, plus performant que les autres scanners. Et concernant aussi l'ossérisation, tout à l'heure, vous avez évoqué le fait de faire CTRL F et de rechercher quelque chose, de le retrouver facilement. Si le document n'est pas ossérisé, on ne peut pas retrouver facilement le mot-clé qu'on a mis. Ça, je dis que je valide parce que j'ai le répertoire des villages du recensement de 1988 n'a pas été ossérisé. Du coup, s'il y a des recherches qui se font là-bas, si vous faites CTRL F, vous ne retrouvez rien. Alors que ce que vous cherchez, vous l'avez. Vous êtes obligé de défiler et de chercher ce que vous avez besoin et de faire des captures de cette partie-là pour l'utiliser parce que vous ne pouvez pas copier, vous ne pouvez pas sélectionner. Donc, ceci doit être maîtrisé par beaucoup de professionnels parce que peut-être vers 1988, ceux qui scannaient tout ça n'avaient pas maîtrisé il n'y avait pas l'évolution de l'information. Voilà, il n'y avait pas aussi, voilà, c'est ça. Et c'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup appris et j'ai compris et l'essentiel, l'importance de la numérisation, de la valorisation de votre service. Mais quand vous parlez de valorisation, qu'en est-il de l'ouverture et le partage de vos recherches, de vos données? De la bibliothèque numérique. Oui, voilà. Parce que tout à l'heure, Demba a posé la question à savoir si les documents sont accessibles, sont partagés, et si tous les documents sont partagés. Et vous avez dit que ce ne sont pas tous les documents qui sont partagés parce qu'il y a des documents avec des données personnelles. Ça, je comprends. Ils sont Il y a des mis en documents ligne. Ils sont mis en ligne. qui ne sont pas mis en ligne parce qu'il y a des données personnelles. Voilà. Ça, je comprends. Mais ceux qui n'ont pas des données personnelles et que vous autorisez à lire seulement sans télécharger. D'accord, Là, Binta. le professionnel de l'information, parce qu'on m'interpelle très souvent là-dessus. C'est vrai, c'est Lorsque vrai. j'ai fait le tour des universités, beaucoup de chercheurs, les doctorants m'ont posé cette question. Pourquoi certains professionnels n'autorisent pas le téléchargement? Alors, nous autorisons le téléchargement, mais que le téléchargement des métadonnées. Mais le téléchargement des microdonnées, on n'autorise pas ça facilement. Et vous, si vous n'autorisez pas le téléchargement des métadonnées, ça, c'est autre chose. En tant que professionnel qui mise pour la valorisation et l'ouverture des données.
Voilà, c'était ça, la contribution et les questions que j'avais. Merci beaucoup. D'accord, Binta. Merci beaucoup. Bon, pour une bonne numérisation, il faut préparer le terrain d'abord. Voilà, il faut regarder le type de document. C'est le type de document qui définit le scanner que vous devez acheter. Voilà, il faut d'abord étudier les documents que vous avez. Par exemple, si vous avez du A3 et que vous achetez un scanner A4, ça ne servira à rien du tout. Vous n'allez pas numériser ce document-là parce que le format A3 est plus large que le format A4. Du coup, il faudra faire d'abord une étude de votre fonds pour pouvoir voir quel genre de scanner vous devez acheter. Voilà. Vous pouvez aussi avoir un scanner à défilement alors que vous avez des documents voilà, qui sont épais, ça ne va pas passer. Voilà. Là, on sera obligé d'utiliser un scanner à plat peut-être ou bien un scanner à livre ouvert. Il faut d'abord regarder le fond, étudier le fond pour pouvoir définir le scanner qu'on doit acheter. Et pour acheter un scanner, il faut aussi voir le nombre de scans par minute. Ça, c'est très important parce que c'est ça qui définit si le scanner est lent ou bien s'il est rapide. Voilà. Nous, malheureusement, on a, bon, à chaque, on envoie nos caractéristiques, mais c'est ce qu'on a reçu en retour. Et vraiment, c'est pas un scanner professionnel. C'est trop lent, c'est trop lent. Depuis lors, je suis en train de déplorer ça parce que ça ralentit notre travail. Voilà, ça ralentit notre travail. Et ça, c'est très important. Bon, concernant ces documents qui n'ont pas été ossérisés, il faut essayer de les ossériser. Voilà, essayez peut-être d'utiliser Adobe Acrobat Professionnel ou bien vous entrez peut-être pour faire des recherches, essayez de voir un logiciel peut-être gratuit pour essayer d'ossériser ces documents-là. J'avoue qu'il y a I Love PDF qui peut faire ça. Voilà, vous pouvez taper sur Internet et rechercher I Love PDF. Voilà, ça permet d'ossériser, de compresser, ça permet aussi de convertir. Il y a beaucoup de fonctionnalités. Voilà, vous pourrez utiliser ça pour essayer d'ossériser vos documents-là, pour vous permettre une meilleure recherche, voilà, pour vous faciliter la recherche. Voilà, concernant l'open access, là, je vais peut-être pas trop développer parce que c'est une politique que nous avons adoptée ici au niveau de la BU. Et bon, je pense peut-être qu'ils vont en parler, mais là, je peux pas me statuer parce que ça ne revêt pas de mes compétences. Voilà, c'est à eux de voir, peut-être à la demande de la communauté, peut-être à la demande des usagers, peut-être qu'ils vont changer, mais là, je ne peux pas me statuer parce que ce n'est pas de mon autorité. À chacun ses limites, voilà. Mais bon, je vais essayer d'en parler peut-être à mon chef de service, à mon directeur. Voilà, peut-être, bon, je vous promets rien. Mais bon, j'espère que vous comprenez. Vinta. Je pense que j'ai répondu à votre question. Merci Yvonne, merci. Je vois une autre main. Alors, avant de prendre cette main, on va donner la parole à Monsieur Kandji. Bonjour Monsieur Kandji. Bonjour Monsieur Kandji. Si Monsieur Kandji n'est pas en ligne, on prend la question de Hassan Foundation. D'accord. Bonjour Oui, Hassan. Bonjour, merci. J'espère que vous m'entendez. Oui. Bonjour Hassan. Super. On s'entend très bien. Merci Marie, merci à Yvonne. Mes félicitations pour l'organisation de ce webinaire. J'ai raté la présentation de Yvonne, mais si les uns et les autres ont magnifié que c'était top, je ne dirais pas le contraire et ça ne me surprend pas. Ce n'est qu'en fait une confirmation de son expérience par rapport à la numérisation, parce que moi, depuis que je suis à l'EBAD, Yvonne, depuis, voilà, depuis lors,
Depuis 2010, voilà. Donc, 2013. elle fait de la 2013. numérisation. 2013, voilà. Donc, elle fait de la numérisation. Donc, c'est une expérience voilà, énorme par rapport à ça. Donc, toutes nos félicitations Merci beaucoup. pour ça. Et j'ai un peu écouté l'intervention de Mamadou Dia également, qui est aussi très intéressant. Mais moi aussi, je voulais un peu aborder la question que Binta a soulignée par rapport à l'open access. C'est vraiment, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et je pense que, en fait, il est de l'avantage des universités, mais surtout des bibliothèques universitaires d'aller vers l'open access, parce qu'en fait, il n'y a que des avantages, il n'y a pas d'inconvénients par rapport à l'open access. Pourquoi? Parce qu'en fait, la première chose que l'open access offre, en fait, aux universitaires, aux chercheurs, aux bibliothèques, c'est d'abord de la visibilité sur le plan international. Parce que tout simplement, en fait, ouvrir ces données, ouvrir ces recherches à un public beaucoup plus large, c'est juste en fait donner la possibilité aux uns et aux autres d'utiliser tes recherches et de pouvoir te citer, voilà, de façon beaucoup plus, voilà, de te citer plusieurs fois. Et ça apporte de la notoriété. Et ça, je pense, tous ces avantages-là, je pense qu'en fait, les bibliothèques et les professionnels voilà, sont conscients de ça. Mais souvent, le blocage se trouve au niveau des universités et des chercheurs qui ne sont pas très bien sensibilisés par rapport à ces questions, parce que souvent, les gens pensent que mettre tes recherches sur Internet, c'est vraiment donner la possibilité aux gens de te plagier. Non, pas du tout. Aujourd'hui, le plagiat, je pense que c'est un problème qui a été réglé avec le numérique. Plagier quelqu'un, c'est voilà, te mettre une balle dans ta tête, parce qu'en fait, facilement, tes pairs pourront facilement découvrir que tu as plagié telle personne, parce qu'en fait, ce document. Alors, par contre, en fait, même si donc le plagiat, c'est quand le document n'est pas visible sur Internet et tout, ce sera beaucoup plus facile de te plagier, parce que moi, je peux prendre tes recherches qui ne sont pas visibles sur Internet et puis de te plagier et de mettre ça sur Internet. Les gens, quand ils vont faire la recherche sur Internet, ils vont juste trouver, moi, ce que j'ai mis sur Internet, alors que ce n'est pas en réalité mes recherches. Alors que si toi qui as été pionnier dans ça, tu mets tes recherches sur Internet, ce sera beaucoup plus facile. Quand les gens vont te plagier, il sera plus facile de retrouver en fait toi tes recherches. Donc les gens sauront que voilà, telle personne t'a plagié parce que tu as publié ce document bien avant. Donc je pense en fait, que c'est au niveau des bibliothèques qu'on doit en fait axer la sensibilisation, mais vers les universitaires, vers les autorités surtout universitaires, pour qu'en retour, en fait, qu'ils puissent s'engager à prendre les choses en main. Aujourd'hui, je ne trouve pas, en fait, trop intéressant d'avoir une bibliothèque numérique et que les gens n'ont pas la possibilité, par exemple, de télécharger les documents. Voilà, donc tout ça, et même autre chose. Aujourd'hui, par exemple, les articles qui ont été publiés par des chercheurs qui sont à l'université, moi, je ne trouve pas en fait intéressant que en fait, la bibliothèque universitaire ne puisse pas avoir une copie de ces choses-là. Je pense qu'aujourd'hui, les maisons d'édition qui acceptent que les universitaires déposent des articles de recherche dans leur truc, beaucoup de maisons d'édition maintenant travaillent en collaboration avec des bibliothèques universitaires qui, en fait, qui leur donnent la possibilité de récupérer ces articles-là et de les déposer dans les bibliothèques universitaires. Ça va donner plus de visibilité même à ces éditeurs-là. Donc ça, je pense que Yvonne, on a compris ta position et c'est normal. C'est pas quelque chose, c'est pas à toi de décider de ça. Et je pense que ce n'est même pas à la bibliothèque universitaire de décider de ça, mais plutôt c'est les autorités universitaires qui doivent décider de ça pour pouvoir. Mais il faut que les bibliothèques quand même, je pense qu'une structure comme le consortium des bibliothèques universitaires, le COBES, peut initier en fait ce genre de choses-là pour impacter, et ça, on pourra le globaliser dans toutes les universités du Sénégal, que ce soit public et privé aussi. L'autre chose que je voulais en plus ajouter, c'est un peu en fait l'utilisation de la numérisation et aussi des outils qui utilisent l'intelligence artificielle pour faciliter ce travail-là. Je pense que ça, c'est quelque chose de très, très important
D'autant plus qu'aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est vraiment quelque chose d'accessible, de très accessible à tout le monde. Et surtout, en fait, au niveau des bibliothèques, de plus en plus, en fait, les gens développent des outils qui intègrent l'intelligence artificielle et qui permettent aux bibliothécaires d'avoir un travail beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, mais en retour, d'avoir aussi des outils et des données beaucoup plus, en fait, intéressants sur le plan de la quantité et aussi de la qualité du travail. Je donne juste un exemple pour ce qui est de l'ossérisation aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, il y a des outils qu'on peut utiliser. C'est juste de petites extensions que tu peux installer dans ton navigateur et qui vont te permettre, à chaque fois que tu ouvres une page, n'importe quelle page, la page est automatiquement ossérisée. Et ça, tu n'as pas besoin en fait d'aller en retour, voilà, revoir tout ce qui a été fait avant et qui n'a pas été ossérisé, de revenir là-dessus. Donc, tu n'as pas besoin de ça. Donc, avec ce type d'outil, tu pourras juste, en fait, en lisant le document dans ton navigateur, tu pourras en fait, voilà, tu te rends compte que ça a été ossérisé par l'outil. Et ça, c'est vraiment des outils qui utilisent l'intelligence artificielle et qui permettent de faciliter le travail. Et ça, je pense que c'est quelque chose voilà, que j'encourage vraiment tous les professionnels à faire des recherches là-dessus et aussi de faire ce que Mamadou Dia a dit tout à l'heure par rapport à la collaboration entre les informaticiens et les bibliothécaires. Je pense que l'ABU a la grande chance d'avoir un service informatique intégré à l'ABU. Je pense que vous pouvez voilà, les solliciter dans ce sens pour avoir vraiment, pour renforcer la qualité de ce que vous faites, qui est déjà bien. Mais ça, vraiment, je l'encourage pour tous les professionnels qui travaillent sur ces questions-là. Donc, voilà un peu ce que je voulais ajouter. Encore une fois, vous remercier et féliciter Yvonne pour ce beau travail qu'elle est en train de faire depuis des années à la bibliothèque universitaire de l'UQAD. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Fall. Merci pour la contribution. Vous nous avez apporté un plus, je peux dire. Voilà. Et bon, je voudrais revenir un peu pour les documents, les articles des professeurs. Nous, on est en train, au niveau, avec le CAMES, on est en train, parce il y a un arrêté qui a été signé par le recteur, qui dit aux enseignants, chercheurs, de venir ici numériser leurs documents de CAMES. Voilà, là, on en profite pour prendre les articles, les enregistrer et mettre ça au niveau de la bibliothèque numérique. Voilà, c'est une politique, bien vrai que c'est timide, bien vrai que c'est timide, mais c'est une politique, ça vient timidement, mais je pense qu'avec le temps, on aura peut-être la totalité des publications des enseignants dans notre bibliothèque numérique. Et c'est ce qu'on souhaite vraiment, vraiment pour mieux diffuser la littérature, pour mieux diffuser les publications académiques, pour mieux valoriser leurs écrits, voilà, et pour une meilleure visibilité. Ils sont obligés peut-être de passer ici au niveau de la bibliothèque numérique avec au niveau du service de numérisation. Et avec notre bibliothèque numérique, nous allons valoriser ces écrits, voilà, qui va profiter à toute une communauté, à tout le monde, voilà. Concernant l'open access aussi, bon, c'est vrai, on n'en disconvient pas, mais comme je l'ai bien dit à Binta, voilà, ça ne revêt pas de mon autorité. Nous allons essayer d'en parler à nos autorités pour essayer de voir bon, ce qu'on peut faire. Voilà, il n'y a aucun souci. Merci beaucoup vraiment pour votre contribution. Merci Binta, merci Hassan. Monsieur Kandi est en ligne, mais malheureusement, je ne sais pas ce qui se passe avec sa connexion, mais il a du peine à nous entendre. Monsieur Kandi, vous êtes avec nous? Non, il n'est plus là. Yvonne? Oui. On sera donc obligé de mettre un terme à cette, à cette présentation. Votre mot de la fin. Merci bon, beaucoup. D'accord. Bon, je remercie tout le monde, tous les participants.
Je remercie aussi l'ADSBAT et la bibliothèque universitaire de l'UCAD qui m'ont permis de faire ce webinaire et de présenter ce que nous sommes en train de faire ici au niveau du service de numérisation. Et je suis vraiment contente parce que avec les retours, ça c'est un débat entre professionnels de l'information documentaire. J'ai appris des choses. Moi, je suis open. J'ai appris des choses et je suis vraiment contente de voir que les gens sont intéressés par la numérisation, sont intéressés par ce qui se fait ici au niveau de la BU. Et nous pensons, bon, nous voudrions bien être une référence dans le domaine de la numérisation ici au Sénégal. Voilà, nous sommes open aussi. Il n'y a pas de, vous pouvez venir faire des stages ici au niveau de la BU. Vous pouvez faire des visites, voilà, pour au moins essayer de voir ce qui se passe ici et essayer de relever un peu le niveau là où vous êtes. Voilà, au niveau de vos bibliothèques ou bien de vos services d'archives. Voilà. Il y a M. Kandi qui prend Oui, en monsieur marche. Kandi. M. Kandi, vous êtes avec nous. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Kandi. Bonjour, Monica, bonjour à tous. Bonjour, monsieur Kandi. Je commence par remercier Yvonne d'avoir manifesté sa disponibilité pour animer cette formation. Je remercie également la modératrice Marie-Gaï, mais également tous les participants qui se sont mobilisés ce matin. Quand j'interviens, ce n'est pas sur le thème, mais sur l'organisation du webinaire et son intérêt. Parce que l'ASBAT anime ces formations d'abord pour renforcer les capacités des uns et des autres, pour partager des expériences, parce que sur toutes les questions professionnelles, il y a une expérience pratique avérée chez certaines. Et ces webinaires offrent l'occasion pour des personnes comme Yvonne de venir partager leur expérience pratique professionnelle avec le reste de la communauté. Donc, ça, c'est important pour nous et pour elles-mêmes. C'est également une opportunité pour les professionnels de développer des capacités de partage et de communication devant un public ami. Parce que l'ASBAT est un public ami. Vous pouvez vous exercer à la communication scientifique. Vous pouvez vous exercer au débat. Mais également, c'est un premier pas pour pouvoir participer également au congrès. Et je pense que nous encourageons cela. Nous sommes souvent très timides dans les réunions internationales, dans les congrès. On ne propose peut-être pas d'articles, on ne propose pas de communication. Et l'idée qui est derrière ces webinaires, c'est d'agiter, de soulever ces préoccupations pour que les uns et les autres puissent, dans le cadre d'un séminaire au niveau national, partager leur expérience et développer, en tout cas, l'initiative et la capacité. Depuis quelque temps, SNM travaille sur ces questions. Je la félicite de passage. Il y a Assal également qui avait animé il y a un mois un webinaire. Aujourd'hui, c'est un deuxième et nous encourageons SNM à poursuivre la commission, à mobiliser davantage tous les membres de la commission formation dans cette dynamique. Maintenant, ce qu'il faut également, il y a des gens également qui sont très compétents mais qui sont timides quelque part. Il faut qu'on les identifie et qu'on les ramène, qu'on les propose. Ça également, il faut que chacun d'entre nous propose des collègues ou bien identifie des collègues pour qu'ils
puisse communiquer dans ce cadre. Nous saluons également la mobilisation des collègues qui sont venus suivre et poser des questions, alimenter le débat. Le dernier point sur lequel je voudrais intervenir, c'est l'engagement professionnel. Nous sommes bibliothécaires, nous sommes archivistes, nous sommes documentalistes. Nous devons nous engager davantage au service de notre communauté. Pour ce faire, il y a deux choses. Cotiser pour marquer votre qualité de membre. La cotisation est aujourd'hui très simplifiée. Les collègues nous disaient souvent, ils ne voyaient pas le trésorier ou la trésorière, mais aujourd'hui, on a un numéro WhatsApp et que la cotisation est très simple. C'est 5 000 francs l'année. Où que vous soyez au Sénégal ou dans le monde, vous pouvez envoyer vos 5 000 francs. C'est un soutien pour l'association, mais également Connexion. On n'attend pas de vous de verser vos 5 000 francs pour dire que je suis membre à l'ASBAT, mais également il faut participer à la réflexion. Il faut intégrer une commission. Il faut partager vos réflexions et orienter et nous dire voilà ce que vous devez faire. Parce que nous aussi, on est là pour tirer davantage pour tout le monde, pour relever le niveau général du débat, le niveau général et des discussions, mais également prendre en charge les besoins des uns et des autres. S'il y a nécessité également de faire des plaidoyers sur des questions données, c'est à la communauté de nous orienter dans ce sens. Voilà les quelques mots que je voudrais dire et vous renouveler nos remerciements, les remerciements de tout le comité directeur de l'ASBAT. Merci SNM, merci Marie-Gaye et félicitations à Yvonne. Merci beaucoup. Et bonne suite. Merci. Merci beaucoup.